Aujourd'hui, nous plongeons dans 5 histoires réelles des incidents les plus troublants survenus dans des complexes de vacances. Ce sont des récits authentiques de vacances transformés en cauchemars, où la joie a laissé place à la tragédie. Nous vous emmènerons à travers chaque cas en vous dévoilant chaque tournant. Découvrons ensemble les détails choquants derrière ces événements glaçants. C'était le 3 octobre 2013 à Nosy-Be. Sébastien Judalet, un chauffeur de bus français de 38 ans, profitait de ses vacances dans ce lieu touristique très prisé. Sébastien, père célibataire, avait une fille de 11 ans à Montreuil, en banlieue parisienne. Il aimait voyager et se rendait souvent à Madagascar. Ce jour-là, sa vie allait s'achever de la manière la plus horrible que l'on puisse imaginer. Sébastien ne se doutait de rien. La communauté avait été prise de panique et de colère à la suite de la disparition d'un garçon de 8 ans. Le corps de l'enfant avait été retrouvé mouillé et ses organes génitaux mutilés. La rumeur s'est rapidement répandue que des étrangers étaient impliqués dans la mort du garçon. La tension monte et les habitants de l'île forment un groupe d'autodéfense, poussés par la peur et la colère par rapport à ce qui s'est passé. Ce matin-là, Sébastien et Roberto Gianfala, un hôtelier franco-italien d'une 50aine d'années, sont confrontés à une foule en colère d'environ 300 personnes. La foule les accuse d'être des pédophiles ayant assassiné l'enfant du village. Malgré leur dénégation désespérée et leurs appels à la pitié, la foule était convaincue de leur culpabilité. Les derniers instants de Sébastien ont été enregistrés par la foule des justiciers. Dans cet enregistrement glaçant, on entend Sébastien crier « Je suis victime d'un complot, je suis innocent ». Mais ses paroles ne l'ont pas sauvé. Lorsqu'il a crié « Je n'aime pas les enfants », un membre de la foule a déformé ses paroles, les interprétant comme un aveu de culpabilité. Sébastien a rapidement tenté de clarifier la situation en disant « J'aime les enfants, j'ai une petite fille », mais il était trop tard. La foule avait déjà pris sa décision. La foule en colère a déshabillé Sébastien et Roberto, les a mutilés et les a brûlés vifs sur un feu de plage. La scène horrible a été filmée par une caméra. Un troisième homme, l'oncle du garçon, Zaidou, a également été tué de la même manière. La foule a cru que ces hommes étaient responsables de la mort du garçon, malgré l'absence de preuves. La police malgache a déclaré plus tard qu'il n'y avait aucune preuve reliant Sébastien et Roberto à la disparition du garçon. Elle a suggéré que le garçon s'était peut-être noyé et que ses organes génitaux avaient été coupés par la suite. Sébastien Judalet était connu comme une personne douce et extrêmement amicale par ses voisins à Montreuil. Ils ont été choqués et dévastés par la nouvelle de sa mort. Sébastien n'avait pas de casier judiciaire et n'avait aucun lien avec la pédophilie. Il se trouvait simplement au mauvais endroit au mauvais moment. Des officiers civils français ont ouvert une enquête pour meurtre et des détectives de Paris devraient se rendre à Madagascar pour enquêter. La police malgache a arrêté 26 personnes en lien avec les meurtres, renforçant la sécurité pour protéger les autres étrangers sur l'île. Le tribunal a ensuite jugé 37 personnes pour les meurtres d'octobre 2013. Parmi elles, 25 suspects se sont vus accorder le bénéfice du doute et ont été libérés, tandis qu'un autre a été formellement acquitté. L'un d'entre eux a été condamné à 7 ans de travaux forcés, tandis que les autres ont été condamnés à des peines de prison allant de 3 mois à 6 ans. Il est apparu clairement que Sébastien et Roberto étaient des victimes innocentes d'une horrible mentalité populaire. Ils ont été brutalement tués sur la base de rumeurs et d'un tragique malentendu. Les enregistrements permettent d'entendre les appels désespérés de Sébastien clamant son innocence, souvenir obsédant de ses derniers instants. Le 13 août 2023, à Pattaya, en Thaïlande, Daria Yusifiak, une femme russe de 32 ans, passait des vacances avec son petit ami, Oeaop Nbahobni Fedor, un homme russe de 30 ans. Il séjournait au Seven Seas Condo Resort, une destination prisée de la ville. Mais ce qui avait commencé comme des vacances s'est rapidement transformé en cauchemar. Aux premières heures de ce dimanche matin, quelque chose d'inimaginable s'est produit. Vers 6 heures, Daria est tombée de la fenêtre du 7e étage de leur chambre d'hôtel. Les images de vidéosurveillance ont capturé l'instant terrifiant où elle s'accrochait par les jambes avant de tomber la tête la première, les bras agités. Les agents de sécurité l'ont retrouvée nue de la taille aux pieds, allongée face contre terre dans une mare de sang. C'était une scène macabre et tragique. La police thaïlandaise a été informée de l'incident et est arrivée rapidement sur les lieux. À leur arrivée, ils ont trouvé le corps sans vie de Daria au sol, devant le condominium. Mais elle n'avait ni pantalon ni sous-vêtements. Le suspect, son petit ami Oeaop Nbahobni Fedor, a été retrouvé sur le balcon de leur chambre, un verre d'alcool à la main, faisant un signe de V en direction des caméras des journalistes. Visiblement en état d'ivresse et non coopératif, il a rendu difficile le recueillement d'informations par la police.
Les rapports ont indiqué que Fedor était dans un état colérique et non coopératif près du corps de sa petite amie. Les officiers l'ont plaqué au sol avant de l'emmener au commissariat à l'arrière d'un pick-up. Lors des premiers interrogatoires, il a nié avoir attaqué sa petite amie et a affirmé qu'il n'était pas dans la pièce au moment de sa chute. Cependant, les images de vidéosurveillance racontaient une autre histoire. Les enregistrements montraient Daria sortant par la fenêtre, son corps suspendu à l'extérieur. Fedor a été vu tenant ses jambes brièvement avant de la lâcher, ce qui a entraîné sa chute mortelle. Essayait-il de la sauver de la chute ou s'agissait-il d'un acte délibéré de meurtre? L'enquête s'avérait complexe. Le lieutenant-colonel de police Kanissor Napisop, surintendant du district de Jomtien à Pattaya, a déclaré que l'examen initial du corps de Daria n'avait révélé aucun signe de violence physique. La chambre du couple était en désordre, avec des contenants de nourriture et des bouteilles d'alcool éparpillées, mais il n'y avait aucune preuve de lutte ou de bagarre. Les officiers de la police scientifique ont relevé des empreintes dans la pièce et d'autres enregistrements de vidéosurveillance ont été examinés pour reconstituer les événements ayant conduit à sa mort. Les enquêteurs ont également examiné le passé du couple. Fedor avait loué la chambre et Daria était venue le rejoindre environ une semaine auparavant. Elle avait déposé un rapport auprès de la police de Pattaya et consulté les officiers de l'immigration de Chonburi le 11 août, car elle avait perdu son passeport et tentait de rentrer chez elle. Ces informations ajoutaient une autre couche de complexité à l'affaire. L'enquête se poursuivait avec la police du district de Jomtien, plaçant Fedor en détention pour conduite en état d'ivresse et désordonnée, ainsi que pour suspicion d'homicide involontaire. Il a subi un test de dépistage de drogue, mais aucune substance narcotique n'a été détectée dans son organisme. Les preuves contre lui étaient accablantes. La police a rencontré plusieurs obstacles lors de l'enquête. L'état compliqué de Fedor et son comportement non coopératif ont rendu difficile l'obtention d'informations solides. Ses déclarations initiales étaient contradictoires, affirmant qu'il n'était pas dans la chambre lorsque Daria est tombée, malgré les images de vidéosurveillance prouvant le contraire. Les autorités ont cherché à obtenir l'autorisation du tribunal pour le maintenir en détention sous l'accusation d'homicide intentionnel, mais le tribunal n'avait pas encore donné son accord en raison du manque de preuves suffisantes. En juin 2023, à Hurghada, en Égypte, Vladimir Popov, un jeune homme russe de 23 ans, vivait dans la région avec son père depuis plusieurs mois. Ils avaient quitté la Russie à cause de la guerre en Ukraine, cherchant un peu de paix et de détente loin des troubles. Ce jour-là, Vladimir et son père, Yuri, décidèrent de passer un moment à la plage, une activité qu'ils appréciaient régulièrement. Vladimir était un excellent nageur et profitait souvent des eaux pour se rafraîchir et admirer le paysage. Ce jour-là ne fit pas exception. Alors qu'il nageait à une courte distance du rivage, sa petite amie le rejoignit dans l'eau. Tous deux profitaient de la journée, inconscients du danger qui rôdait sous la surface. Soudain, la plage fut frappée par une attaque violente et inattendue. Sans avertissement, un requin-tigre s'élança sur Vladimir, le traînant sous l'eau. L'ambiance paisible vira au chaos alors que l'eau éclaboussait violemment. Des cris retentirent lorsque les spectateurs comprirent ce qui se passait. Les appels désespérés de Vladimir « Papa, papa, sauve-moi » résonnaient sur la plage, mais personne ne pouvait intervenir. Une vidéo d'1 minute capturait l'horrible incident. Dans les images, on voyait Vladimir lutter dans l'eau, tentant désespérément d'échapper aux attaques incessantes du requin. Ses cris de terreur et de douleur étaient déchirants. Le requin tournait autour de lui, le mordant à plusieurs reprises. Un témoin sous le choc déclara « Il mange ses restes maintenant », alors qu'un petit bateau naviguait au loin, trop éloigné pour apporter une aide immédiate. Yuri, impuissant sur la plage, regardait son fils sans pouvoir le sauver. Réfléchissant plus tard à la tragédie, il expliqua « Nous étions venus à la plage pour nous détendre. Mon fils a été attaqué par un requin. Tout s'est passé en quelques secondes. Quel genre d'aide peut-on donner? Ce broyeur de viande s'est produit en 20 secondes. Il a été simplement tiré sous l'eau. L'attaque fut brève, mais ses conséquences furent horribles. Les restes de Vladimir furent récupérés dans le ventre du requin, après que le prédateur fut tué par les habitants. Les rapports confirmèrent que sa tête, ses bras et son torse se trouvaient dans l'estomac du requin. Les experts médico-légaux décrivirent les restes comme défigurés et avec de nombreuses parties manquantes. Les autorités égyptiennes réagirent rapidement à l'incident. Elles fermèrent un tronçon de 74 km du littoral jusqu'au dimanche suivant pour prévenir d'autres attaques et permettre une enquête approfondie. Le requin fut capturé et ramené à terre par des pêcheurs où il fut battu à mort par les habitants.
La carcasse fut remise aux spécialistes de l'Institut des sciences marines et des réserves de la mer Rouge pour être examinée. Les spécialistes disséquèrent le requin et confirmèrent qu'il s'agissait bien de celui responsable de l'attaque sur Vladimir Popov. Le contenu de son estomac, comprenant les restes de Vladimir, confirmait l'horrible réalité de l'incident. Les chercheurs commencèrent alors le processus d'embaumement et de momification du requin, en vue de l'exposer au musée de l'Institut des sciences marines. Cette procédure faisait partie de leurs efforts pour étudier le comportement du requin et déterminer s'il avait été impliqué dans d'autres incidents. Les requins tigres, connus pour leur marque distinctive en forme de rayures sur le corps, font partie des 3 principales espèces de requins responsables d'attaques non provoquées contre des humains. Ils sont réputés pour leur nature agressive et figurent dans les archives internationales des attaques de requins pour de nombreux incidents. Malgré leur réputation redoutable, les attaques de requins en mer Rouge restent relativement rares. Depuis 1828, seulement 24 attaques non provoquées ont été documentées en Égypte. L'attaque contre Vladimir Popov choqua la communauté locale et internationale. Les images de l'attaque devinrent virales, attirant l'attention sur cette menace rare mais mortelle que représentent les requins dans la région. L'incident souleva des questions sur les mesures de sécurité en place dans des destinations touristiques populaires comme Hurghada, réputée pour sa vie marine, et ses spots de plongée attractifs. Dans les jours qui suivirent l'attaque, diverses théories émergèrent concernant le comportement du requin. Certains experts suggérèrent que le requin pouvait être enceinte, ce qui aurait pu contribuer à ses actions agressives. Le biologiste marin russe Dmitri Orlov, fondateur et PDG de la société Rudiv, opérant en mer Rouge, spécula que ce même requin pourrait être responsable de 2 attaques fatales sur des touristes l'année précédente. Ces théories, bien que non confirmées, illustrèrent la nature imprévisible du comportement des requins. La mort de Vladimir fut une perte tragique et insensée. Son père, Yuri, fut laissé seul face aux conséquences dévastatrices de cet événement. Il prévoyait de faire incinérer les restes de son fils et de ramener les cendres en Russie. Réfléchissant à l'incident, Yuri le décrivit comme une coïncidence absolument absurde et un cruel coup du sort. En juillet 2024, à Tagaytay, aux Philippines, David James Fisk, un homme d'affaires de 57 ans originaire de Sydney, en Australie, profitait de vacances avec sa compagne, Lucita Barquin-Cortés, 55 ans, une citoyenne australienne originaire des Philippines. Ils étaient accompagnés de la belle-fille de Lucita, Mary Jane Cortés, 30 ans. Le trio avait voyagé de Sydney à Bali, puis aux Philippines, avec pour projet de rendre visite aux enfants de Lucita et de faire une courte pause à Tagaytay avant de retourner en Australie. Mais ce voyage prit une tournure tragique. David et Lucita étaient de bien connus dans la Sutherlandshire de Sydney. David, directeur du développement commercial chez Jiwa Financials, avait une longue carrière dans les technologies de l'information et des affaires. Lucita, quant à elle, était aimée de sa famille et de sa communauté. Ensemble, ils formaient un couple uni et enthousiaste à l'idée de passer du temps en famille. Ils avaient même célébré les fiançailles de Lucinda, la fille de David, en décembre dernier à Sydney. Ce matin de juillet, le personnel de l'hôtel The Lake à Tagaytay découvrit une scène horrifique. David, Lucita et Mary Jane furent retrouvés morts dans leur chambre. Leurs mains et leurs pieds étaient ligotés avec des câbles électriques et des lacets, et leur bouche était recouverte de rubans adhésifs. La gorge de David avait été tranchée tandis que les 2 femmes semblaient avoir été étouffées. La police fut immédiatement appelée sur les lieux. Le chef de la police de Tagaytay, Charles Daven Kapakwan, confirma que des objets de valeur, y compris les téléphones des victimes, n'avaient pas été volés, ce qui suggérait que le vol n'était pas le motif principal. Les caméras de sécurité montrèrent un homme masqué, vêtu d'un sweat à capuche noire et d'un short bordeaux, quittant la chambre des victimes quelques heures avant la découverte des corps. Un garde de sécurité, Rodney Parainog, avait repéré l'homme tôt le matin du meurtre. Lorsqu'il l'interrogea, l'homme affirma séjourner dans la chambre et présenta une carte clé. Cet échange, ainsi que les images de vidéosurveillance, en fit le principal suspect. Cependant, son identité et son mobile restaient inconnus. Les jumelles de David, Lucinda et Brittany, furent dévastées par la nouvelle. Elles avaient récemment perdu leur grand-mère maternelle, Joanne Elshaw, à cause du cancer, seulement 18 mois après le décès de leur grand-mère paternelle, Jane Fisk, de la même maladie. David et ses filles étaient des soutiens actifs des associations caritatives contre le cancer, et Lucinda avait même prévu de participer à l'événement Dry July en hommage à sa défunte grand-mère. La famille publia une déclaration exprimant leur douleur. « L'amour que nous portons à notre père et à Lucita est immense, et cette situation est un véritable cauchemar.
Nous prions pour obtenir des réponses et connaître la vérité dans cette affaire horrible, et nous espérons leur retour en toute sécurité sur les terres australiennes. Ils mirent également en place une page GoFundMe pour aider à couvrir les frais de rapatriement du corps de David en Australie et soutenir l'enquête. L'hôtel The Lake, un établissement 3 étoiles comptant 60 chambres, exprima sa profonde tristesse et son engagement à coopérer avec les autorités. La sécurité et le bien-être de nos clients et de notre personnel sont nos priorités absolues. Le maire de Tagaytay, Abraham Tolentino, se dit également choqué et attristé par cet incident. Nous présentons nos excuses à nos amis australiens. Nous résoudrons cette affaire aussi rapidement que possible, déclara-t-il, promettant une enquête approfondie. La police locale forma une équipe spéciale pour retrouver le suspect et des recherches furent menées dans tous les points de sortie possibles à Tagaytay et dans les provinces voisines. Les enquêteurs interrogèrent des témoins et continuèrent à examiner les images de vidéosurveillance, espérant obtenir plus d'indices sur les déplacements du suspect et ses motivations potentielles. Ils n'excluaient pas la possibilité que le crime soit lié à Mary Jane, suggérant que le meurtrier pouvait avoir un lien personnel avec elle. Alors que l'enquête se poursuivait, le département australien des Affaires étrangères et du commerce extérieur apporta une assistance consulaire aux familles de David et Lucita. Nous présentons nos condoléances aux familles en cette période difficile. Les dépouilles de David devaient être rapatriées à Sydney, tandis que Lucita et Mary Jane seraient enterrées aux Philippines. Les meurtres horribles de David, Lucita et Mary Jane laissèrent leur famille et la communauté sous le choc. Ils étaient tous trois décrits comme des personnes aimantes et bienveillantes, ayant marqué de nombreuses vies. Le mobile derrière leurs décès brutaux restait un mystère, et la recherche du meurtrier continuait. Le 13 juin 2023, au luxueux hôtel Rancho Pescadero, près de Cabo San Lucas, au Mexique, Abby Lutz, 28 ans, et son compagnon de 41 ans, John Itko, passaient des vacances qui semblaient parfaites. Abby, originaire de l'Utah, travaillait comme nourrice dans le comté d'Orange, en Californie, tandis que John, un passionné de santé, autoproclamé, était le fondateur de Ellis Lab, une entreprise de compléments alimentaires basée à Covina, en Californie. Ils avaient entrepris ce voyage pour profiter des magnifiques environs et se détendre. Cependant, leurs vacances de rêve tournèrent au cauchemar. Dans la nuit du 12 juin, Abby et John se sentirent malades. Ils pensaient avoir une intoxication alimentaire, un problème courant chez les voyageurs. Le couple passa la nuit dans un hôpital mexicain pour traiter une sévère déshydratation. Abby envoya un texto à son père cette nuit-là, disant comme à son habitude « Bonne nuit, je t'aime ». Ce fut le dernier message que sa famille reçut d'elle. Le lendemain, ils retournèrent dans leur chambre d'hôtel où le prix de la nuitée s'élevait à $780, espérant se rétablir. Mais lorsque le personnel de ménage entra dans leur chambre vers 21h le 13 juin, ils découvrirent une scène terrifiante. John se trouvait sous la douche et Abby était au lit. Tous deux étaient inconscients. Les secours furent immédiatement appelés, mais il était trop tard. Fernando Valencia, un ambulancier parmi les premiers à entrer dans la chambre, décrivit la situation comme désespérée. Lui et son collègue ressentirent immédiatement des vertiges à cause des vapeurs toxiques présentes dans la pièce. Craignant pour leur propre vie, ils sortirent rapidement. Mon partenaire et moi avons commencé à nous sentir étourdis. Alors nous sommes sortis. Nous avons quitté la pièce aussi vite que possible et j'avais peur pour mon collègue car ma première pensée était « Est-ce qu'on va mourir ?» expliqua Valencia. C'était l'une des pires expériences qu'il ait jamais vécues. Les premières suspicions portèrent sur une intoxication par inhalation de gaz. Les autopsies confirmèrent plus tard qu'Abby et John étaient morts d'une intoxication par une substance indéterminée. Il n'y avait aucun signe de violence sur leur corps, écartant ainsi toute hypothèse de crime. Cependant, l'origine exacte de l'environnement toxique dans leur chambre restait floue. Hayat, propriétaire de l'hôtel Rancho Pescadero, réagit rapidement en fermant l'établissement afin de mener une enquête approfondie sur l'incident. Un porte-parole de Hayat affirma « Notre priorité absolue est la sécurité et le bien-être des clients et des collaborateurs et l'établissement ne reprendra pas ses activités normales tant que notre enquête ne sera pas terminée. » Malgré cela, l'entreprise avait auparavant nié que cette tragédie soit liée à des problèmes d'infrastructure ou de service de l'hôtel. La famille d'Abby fut dévastée par la nouvelle. Sa demi-sœur, Gabby Slate, et sa belle-mère, Raquel Chapini-Lutz, exprimèrent leur choc et leur chagrin. Elle a dit que c'était la fois où elle avait été le plus malade, se souvenait Gabby à propos de l'intoxication alimentaire suspectée dont Abby lui avait parlé. Raquel ajouta « Elle a envoyé un texto à son père pour dire « Bonne nuit, je t'aime », comme elle le faisait toujours. Et c'est la dernière fois que nous avons eu de ces nouvelles. La famille créa une page GoFundMe pour collecter des fonds afin de rapatrier le corps d'Abby et couvrir les frais des funérailles.
Dans une déclaration sur la page, ils écrivirent « Pendant un magnifique voyage au Mexique, Abby et son petit ami pensaient avoir une intoxication alimentaire et se sont rendus à l'hôpital pour se faire soigner. Nous avons reçu un appel nous annonçant qu'ils étaient décédés paisiblement dans leur chambre d'hôtel pendant leur sommeil. On nous a dit que cela était dû à une mauvaise ventilation de la station et qu'il pourrait s'agir d'une intoxication au monoxyde de carbone. Malgré les assurances de l'hôtel et l'enquête en cours, la cause exacte des décès d'Abby et John reste indéterminée. Le bureau du procureur de l'État de Basse-Californie du Sud nota que les corps ne présentaient aucun signe de violence et la suspicion initiale était une inhalation de gaz.